Pour moi, c'est une émotion assez considérable d'être ici avec vous, parce que j'ai dû faire ma première conférence dans cette salle il y a un tout petit peu moins d'un demi-siècle. Et puis aussi parce que je n'ai pas fait de conférence dans cette salle depuis 2003, pour des raisons variées qui tiennent à l'histoire du musée et que je vais évoquer brièvement. Parce qu'effectivement, au départ, on m'a demandé de venir ici à la suite d'une conférence que j'avais faite à Avignon, à la suite d'un spectacle monté par une danseuse qui fait un spectacle de danse contemporaine sur le thème de Saartjie Baartman, la Vénus Hottentote. Et j'en avais profité pour parler d'un certain nombre de conceptions sur la diversité humaine et puis son histoire, et puis aussi sur l'histoire des collections du Musée de l'Homme et cette histoire particulière de Saartjie Baartman que je me suis engagé à vous raconter aujourd'hui. Et puis quand même, Saartjie c'est quelque chose, mais il y a quand même autour toute l'histoire du Musée de l'Homme et toute l'histoire de nos rapports aux autres. Et il y a ce Musée de l'Homme qui a quand même vécu une histoire assez singulière. Le musée de l'enthousiasme, je crois que l'expression est de Van Rooff, que l'on voit ici, et c'était effectivement enthousiasmant de travailler au soleil sur les terrasses, dans des tenues variées. Je n'ai pas connu tout à fait ça, mais j'ai connu des équivalents. En été, c'était très bien. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne travaille plus avec les machines Remington des reporters de l'époque. Et en cherchant un petit peu des choses, j'ai trouvé quelque chose qui résonne étrangement avec ce qui a été dit ce matin par certains conférenciers. C'est une citation de Jean que j'ai trouvée en anglais, mais que j'aime beaucoup. Je considère les sciences humaines comme des sciences poétiques dans lesquelles il n'y a pas d'objectivité, et je vois le film comme non objectif, et le cinéma vérité comme le cinéma de mensonges qui dépend de votre art de dire des mensonges. Si vous êtes un bon conteur, le mensonge est plus vrai que la réalité. Et si vous en êtes un mauvais, la vérité est pire qu'un demi-mensonge. Alors, il faut savoir que c'est une citation qui vient directement d'un africaniste. Parce que, en Afrique de l'Ouest, en tout cas, ce sont les griots, les musiciens historiens qu'on appelle les grands menteurs. Les grands menteurs, hein, on parle d'un bon menteur. Un bon menteur, c'est un griot qui raconte parfaitement bien l'histoire des lieux, l'histoire des rois, l'histoire des Keïta ou je ne sais trop quoi. Et un enseignant, c'est aussi un grand menteur. Ça doit être un bon menteur. Donc j'espère, au cours de ce récit, être un bon menteur. Et puis le griot travaille aussi à la demande des spectateurs. Il vient vers eux et il commence à chanter les louanges de chacun d'entre eux. Et à ce moment-là, il faut lui donner très vite beaucoup d'argent. Parce que si on ne lui donne pas suffisamment d'argent, eh bien, il commence à dire moins de bien de vous, et puis après du mal de vous, et puis après il va vous injurier publiquement, ce qui est totalement inadmissible et insupportable. Alors, bon, je ne vais pas aller vous demander de l'argent, rassurez-vous, mais vous avez aussi le droit de ne pas avoir envie de continuer à m'écouter. Alors, j'aurais du mal, dans les circonstances où je suis, à mesurer le temps. J'espère qu'il y en a qui vont le faire pour moi et qui vont intervenir bruyamment si jamais j'ai été un petit peu trop long. Alors, l'histoire du Musée de l'Homme, elle a été merveilleusement racontée dans une thèse sur le Musée de l'Homme de Fabrice Grenier, qui a vécu et travaillé avec nous pendant plus d'une vingtaine d'années et qui est certainement celui qui connaît le mieux l'histoire de l'établissement et dont on peut regretter qu'à l'heure actuelle, il n'ait pas l'occasion d'y contribuer comme on le souhaiterait. Et dans cette histoire, il y a un chapitre que lui n'a pas traité parce qu'il parlait de périodes plus anciennes, mais c'est ce chapitre qui avait été illustré par un dessin du regretté Philippe Honoré, disparu il y a 2 ans dans un attentat. Et Philippe, un petit peu à ma commande, il faut dire, avait fait cette fresque d'art premier où certaines têtes sont quelque peu reconnaissables et où les commentaires qui sont écrits autour racontaient ce qui était en train de se passer. Ce qui était en train de se passer,
c'était que, sur l'inspiration d'un certain Jacques Kershaf, très honoré de l'autre côté de la Seine, au musée du Quai Branly, et puis sous le contrôle d'un certain nombre de collectionneurs d'art, qu'ils disent premiers pour ne plus dire primitifs, mais enfin ça ne change pas grand-chose à ce qu'ils pensent des autres, eh bien on s'apprêtait à liquider le musée de l'Homme et le musée de la Marine pour mettre à la place un musée strictement artistique. Alors du côté de la Marine, ça n'a pas marché parce que les marins ont envoyé Tabarly sur toutes les ondes, qui a rapidement obtenu que le musée de la Marine ne soit plus compris dans le projet, ce qui a entraîné le fait aussi que le musée de l'Homme, c'était pas assez grand pour les ambitions présidentielles. Donc c'est là qu'on a cherché un autre bâtiment et puis qu'on a trouvé le Quai Branly et autres. Mais il était dit très explicitement que le musée de l'Homme devait disparaître puisqu'on allait déplacer ses collections d'ethnologie, en tout cas, vers ce nouveau musée, et qu'il ne devrait pas y avoir, comme c'était écrit dans les textes de préparation du musée des arts premiers, à cette époque-là on l'appelait comme ça, commission présidée par Jacques Friedman, eh bien il ne devrait pas y avoir, quand que ce soit, de revendication de propriété sur les objets qui devaient rester la propriété du musée des arts premiers en question, qui devait être maître de ses collections, c'est-à-dire libre de faire ce que nous ne pouvions pas faire, vendre, acheter, échanger. Parce que nos collections étaient inaliénables. Alors pour qu'elles ne le soient plus et qu'on puisse déménager tout, il y a une loi ad hoc qui a été faite. Mais dans cette histoire, il y a quelqu'un qu'il ne faudrait pas oublier, à savoir le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, qui était totalement solidaire du projet présidentiel. Et lorsque le budget prévu de que je ne dise pas de bêtises, je me trompe souvent dans les décimales, 1 milliard 100 millions de francs initial a été débattu à l'Assemblée nationale, à vrai dire, il y a un seul député socialiste qui est intervenu contre ce projet en proposant de réduire le budget de moitié à peu près, ce qui revenait pratiquement à mettre le projet en échec, et vous allez tous le reconnaître. Non, c'est pas Jules, mais c'est celui qui a la marinière qui est représenté derrière. Voilà, ça c'était un petit peu d'histoire. Alors, tout ce projet, inutile de vous le dire, ne plaisait pas du tout à tous les employés du musée de l'Homme et du muséum. Depuis tous nos surveillants, femmes de ménage, collaborateurs, étudiants, jusqu'à un directeur du muséum de l'époque, aux directeurs successifs du muséum de l'époque. Et nous avons donc eu une réaction locale assez forte, avec des meetings à la mutualité organisés par les syndicats et un certain nombre de personnalités, avec des manifestations dans les rues de Paris avec jusqu'à 5000 personnes à Saint-Germain-des-Prés. Et puis, avec aussi un certain nombre d'autres interventions, et ça s'est terminé par une grève de plus de 2 mois. Une grève de plus de 2 mois, à la fin et à la suite de laquelle, on voit Jean Rouch ici en bas au premier plan, à la suite de laquelle, eh bien, finalement, Jacques Chirac a découvert ce qu'on avait dit à tous ses conseillers depuis un certain nombre de mois et d'années, à savoir que le musée de l'Homme était un grand musée, qu'il valait mieux le rénover plutôt que de le fermer. Alors, c'était une décision raisonnable. Bon, là, on a eu des moments assez épiques. Alors, on a perdu des objets, effectivement. Notre chère tête de l'île de Pâques est partie de l'autre côté de la Seine, mais grâce à eux, on n'a quand même pas fermé le musée de l'Homme. Alors, merci à eux. Il y en a que je n'ai pas mis parce que je ne veux pas compromettre leur situation professionnelle actuelle ou leur risque, ou leur faire risquer de mettre quoi que ce soit. Et puis certains seront peut-être
un petit peu surpris de voir Henri de Lumley dans cette fresque, je propose aux résistants qui sont encore là ou en vie de le nommer résistant d'honneur, parce que vu ce que je sais qu'il a fait pour la défense du musée dans un autre cadre que celui de la grève, on ne peut pas dire, bon, il venait pas tous les jours voir les grévistes, hein, ça c'est sûr, mais c'est en grande partie aussi à cause de lui que le projet de rénovation a été acquis. Et puis bien sûr, il faut remercier aussi tous ceux qui ont fait le nouveau musée tel qu'il existe. C'est un immense travail. Et Cécile Lefort qui a coordonné les relations entre les égos démesurés des architectes et les égos aussi démesurés au moins des scientifiques, ont beaucoup souffert. Et je ne parle même pas de la décoratrice qui... Bon, je n'en parlerai pas. Et puis... Voilà, il y a quand même certains qui ont donné des dimensions nouvelles qui n'existaient pas dans l'ancien musée. J'insisterai là-dessus quand même parce que, avec l'histoire de la Vénus hottentote, nous allons voir qu'un certain nombre de choses avaient quand même été faites entre l'anthropologie traditionnelle des 18e, 19e et début du 20e siècle, et puis le nouveau musée. Il y a quand même eu toute une période où, avec beaucoup de difficultés, tout ce qui était découvert en biométrie, en génétique ou autre, a été traduit, non pas, par une rénovation complète de la galerie d'anthropologie qui avait été acquise difficilement à un moment, et puis après, surtout par des expositions contemporaires, comme Tous parents, tous différents, 6 milliards d'hommes et autres, et on ne peut pas dire qu'il y ait un hiatus fondamental entre le discours de Tous parents, tous différents, par exemple, et le discours actuel de la galerie de l'homme. On peut avoir des divergences sur les modes de présentation, on n'a pas de divergence sur les contenus, parce que, par exemple, nous voulions faire 2 suites à Tous parents, tous différents avec Nignan Hubert van Blienburg, qui en avait été le commissaire scientifique. Il y avait une exposition sur la diversité des cultures que nous avons essayé de monter avec les ethnologues d'ici, mais aucun d'entre eux n'a voulu participer à une exposition générale parce qu'ils étaient tous spécialistes des Inuits ou bien de l'ouest des territoires du Nord en Australie ou bien de je sais quoi, et puis envisager la culture dans son ensemble et les différences entre toutes les cultures pour les scolaires, ça non. Alors en fait, cette exposition, elle a eu lieu à Genève, du temps où Nignan Hubert van Blienburg dirigeait le musée d'ethnographie de Genève, et elle s'appelait Nous autres. Et c'était un travail qui est tout à fait comparable à ce qui est dit sur la diversité des cultures dans la Galerie de l'Homme. Et je crois aussi qu'il y a eu des échanges parce que beaucoup de textes ont circulé sur différents projets de ce genre. En tout cas, merci à Alain Epelboin et à bien d'autres d'avoir introduit pas mal de choses nouvelles. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette nouvelle présentation, c'est tout ce qui concerne les comparaisons entre les capacités cognitives, rappelées lors de la visite d'aujourd'hui, entre les humains et les autres animaux, je dis bien les autres animaux, et tout ceci, c'est des choses que nous avions aussi eu l'intention de mettre un jour au Musée de l'Homme, où nous avions envisagé une exposition sur les comportements animaux et humains, mais ça aussi, ça n'a jamais pu avoir lieu parce que ça déplaisait à certaines personnes. Je suis content de voir que ça arrive. Alors, oui, je suis censé aujourd'hui vous parler de Saartjie Baartman. Et je vais vous en parler, mais je vais vous en parler en cherchant à la voir du point de vue du musée Homme national d'histoire naturelle, très impliqué dans son histoire, et du point de vue des relations qu'il peut y avoir entre un directeur de musée ou de laboratoire responsable de collection, et puis, d'une part, les pays ou les peuples d'origine des collections en question, et puis entre les deux, les autorités politiques du pays où on travaille et les autorités politiques du pays d'où proviennent les objets. Et c'est des choses qui sont d'une grande complexité. Alors, nul ne connaît le nom d'origine de Saartjie Baartman.
dont l'histoire initiale, j'en ai lu des versions extrêmement différentes. Pour certains, c'était une jeune fille plutôt San que Khoikhoi, c'est-à-dire d'une population de chasseurs-cueilleurs. Sa famille avait été exterminée et elle avait été prise en esclave par des fermiers bourgs. Pour d'autres, elle était d'origine plutôt Khoikhoi, voire père Khoikhoi et mère San. Enfin, il y a des variantes, je ne sais pas laquelle est la bonne, je ne suis pas historien et c'est très difficile d'aller vers tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été embarquée, prétendument consentante, par un marin anglais qui l'emmenait à Londres où il lui promettait une carrière artistique. Et quand elle a débarqué à Londres, c'était plutôt pour être exhibée comme Frix. Et l'histoire est assez bien racontée dans le film d'Abdelatif Kechiche que personnellement j'aime bien, même si énormément de monde l'ont dénigré. Je l'aime bien parce que c'est un film, donc c'est du mensonge, comme dit Jean Rouch. Si vous voulez représenter l'histoire de Saartjie Baartman, dont on ne connaît que des éléments extrêmement partiels, sur laquelle on n'a que des documents extrêmement pauvres, il est clair qu'il faut inventer beaucoup de choses. Dans le cinéma, on invente toujours. Et c'est évidemment pas l'Odyssée de l'espèce ou Homo sapiens dont on a parlé ce matin qui vont nous démentir. Je trouve que Kechiche, il est quand même autrement professionnel que Malater pour montrer des choses qui étaient vraisemblables. Et aussi pour illustrer des sentiments, des relations, et puis toute leur ambiguïté. Quelle est la limite entre l'artiste et le fric? Quand on lui demandait de jouer son rôle en cage et d'avoir l'air féroce pour impressionner les visiteurs, parce que les visiteurs voulaient être impressionnés, ils venaient pour avoir des émotions. Vous avez certains magiciens d'aujourd'hui, vous avez certaines troupes de musique ou danse folklorique d'un petit peu tous les pays qui viennent par-ci, par-là, qui sont vraiment à la limite des frics. Et puis, vous avez tous vu au musée du Quai Branly, il faut aller au musée du Quai Branly, des fois, il y a des choses très bien au musée du Quai Branly. Vous avez vu l'exposition sur les os humains, sur l'invention de l'autre, qui était financée par la Fondation Thuram et qui a été, pendant longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, l'exposition du musée du Quai Branly qui a eu le plus de succès. Autrement dit, c'était sur un thème qui n'avait pas grand-chose à voir avec le musée lui-même qu'il y a eu le plus de visiteurs. Donc, parce que ces thèmes qui auraient pu disparaître si le musée de l'homme avait disparu, ces thèmes de l'histoire biologique des humains, de la préhistoire, des relations avec le monde animal, des relations entre les sociétés humaines, entre elles, du racisme, du colonialisme et autres, ce sont des choses qui intéressent et qui passionnent les gens. Ce sont des choses qu'il faut traiter. J'attends avec énormément d'intérêt cette prochaine exposition qui va venir sur le racisme. Car s'il y a une chose qui devrait être faite depuis longtemps, c'est bien cela. Ça faisait partie aussi de nos projets quand les activités du Musée de l'Homme ont été interrompues. Alors, pour en revenir à Saartjie Baartman, eh bien, il se trouve qu'en Angleterre, ces spectacles font scandale auprès de ligues antiracistes qui militent pour l'interruption de l'esclavage, qui luttent contre l'esclavage. Alors, du coup, son agent, ou son maître de l'époque, l'a fait passer en France, où finalement elle tombe sous la coupe d'un nommé Réau, dompteur d'animaux, qui va l'employer d'abord dans des spectacles qui ont lieu dans la haute aristocratie, où elle gagne, semble-t-il, à un moment pas mal d'argent à s'exhiber dans des cercles très privés. Enfin, on imagine un petit peu les DSK de l'époque autour de Saartjie Baartman en train d'assouvir leur passion. Et c'est d'ailleurs ce que suggère un certain nombre de représentations, d'iconographies. Et puis ça marche de plus en plus mal, et puis elle tombe malade, et puis elle est prostituée au Palais Royal, et puis voilà. Et puis en même temps, voici que nos grands ancêtres, les professeurs du muséum qui ont tous une rue à leur nom autour du Jardin des Plantes,
se mettent à avoir un intérêt extraordinaire pour ces particularités. Particularités qui sont des différences. Ah, bah oui, elle n'est pas grande, elle est petite. Ah, bah oui, elle a de grosses fesses. Ah, bah oui, mais qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir derrière ce sexe qu'elle veut jamais retirer? On a tellement... Alors, il y a des tas de réputations, de particularités génitales extraordinaires qui vont entraîner une curiosité. Mais alors, comme c'est bien montré dans le film, elle n'a pas tellement envie d'exhiber tout ça. Mais comme elle n'a pas tellement envie, ben on va la forcer. Et ceux qui vont la forcer, ben c'est nos grands maîtres. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, un grand maître de l'anatomie comparée, celui qui, le premier, a montré que vertébré et invertébré, c'était pas aussi différent que certains l'avaient pensé, comme Lamarck, qu'il y avait une origine commune possible, qui commençait à retracer comment les deux avaient divergé. Et puis Georges Cuvier, considéré par beaucoup comme le grand fondateur de la paléontologie des vertébrés, alors que Lamarck s'occupait de celle des invertébrés. Eh bien, tous deux vont organiser, en soudoyant Réau, des séances au muséum où on va dessiner, étudier, regarder, autant que possible, Sarji Bartman. Et voici un compte-rendu. Alors, comme le compte-rendu original est difficile à lire, voici le compte-rendu d'une de ces séances. Je note quelques éléments. La femme Sarah, présentée au public sous le nom de Vénus Hottentote, les fautes d'orthographe sont de l'original, hein, pas de moi, a été 3 jours pendant le mois de mars 1815 sous les yeux de la société susdite et a été dessinée sévèrement par 4 artistes sous les 4 faces. Le caractère de sa tête le plus remarquable consiste dans la rondeur de la boîte cérébrale et la convexité du front opposée à la saillie des mâchoires. Tel est également le caractère de tête avec une saillie encore plus considérable du museau de l'orang-outan roux qui habite les îles les plus considérables de l'océan Indien. Et là, on voit une allusion directe à cette théorie de l'origine des races humaines différentes dans des espèces de singes différents. Sarji Bartman se rapproche des orang-outans. Mais les nègres, au contraire, inclinent davantage vers la seconde espèce d'orang-outan, l'espèce de poil noir, et qu'on trouve sur les bords africains près de Congo et d'Angola, sous le rapport de la forme de la tête, comprendre les chimpanzés. Leur front est plus déprimé et plus fuyant en arrière, et leur tête n'a pas la boîte du cerveau aussi sphéroïdale que celle de la race humaine, dite la race caucasique, c'est nous, et celle de la race hottentote. Cette même femme présente un autre trait de conformation singulièrement remarquable, c'est le volume prodigieux de ses fesses. Nous n'insisterons pas sur une chose dont il est si facile de se rendre compte par une observation directe. Oui, ça, c'est clair. Seulement, nous remarquerons que lorsqu'il arrive à des femelles de singes, principalement aux femelles du singe, là, je n'ai pas réussi à identifier ce qu'il écrivait, et du singe mandrille, d'éprouver du désordre dans les menstrues, cette affection occasionne chez elle un développement des fesses en tout proportionnel à ce qui se remarque chez la femme hottentote de Paris. Alors, là, il y a une confusion totale parce que, effectivement, il y a un développement des parties génitales considérable chez les singes comme le mandrill, les chimpanzés, les bonobos ou tout ce que vous voudrez, mais c'est à l'ovulation et il n'y a pas l'équivalent des menstruations. Bon, mais peu importe, Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire qui signe ce texte remarquable, en déduit qu'il y a peut-être eu une transformation qui serait l'indication d'une affection morbifique et constante, laquelle peut se perpétuer par voie de vénération, comme les écailles, les épis, les 6 doigts et autres vices de conformation. Autrement dit, les fesses de Sarji seraient un vice de conformation héréditaire, peut-être issu de
quelque chose qu'ils attribuent aux menstruations des singes, mais en fait, ça serait de l'ovulation, et puis elle aurait fixé ça. Donc, c'était le 6 avril 1815, le chevalier Geoffroy Saint-Hilaire, l'un des administrateurs et professeurs du Muséum national d'histoire naturelle. Voilà. Alors, un an plus tard, en 1er janvier, Saartjie Baartman mourait, ça a été discuté. Ah bon, ben, j'ai fini. Moured, on a discuté des différentes affections, et elle était disséquée. Le terme qui a été employé n'est pas autopsiée, comme on dit habituellement pour les humains, mais elle était disséquée sous la direction de Cuvier. Il était fait d'abord un moulage en plâtre de son corps, moulage funéraire un petit peu sur le principe de certaines des têtes exposées dans la galerie, celles qui ont été faites sur des individus morts. Et puis, après, ses organes génitaux et son cerveau étaient prélevés et mis dans des bocaux. Là, je passe sur les reconstitutions, démonstrations. Et son cerveau en particulier était décrit dans des ouvrages du XIXe siècle comme il est ici. Donc, on a un cerveau de macaque, on a un cerveau de chimpanzé, et on a le cerveau du mathématicien Gauss, qui avait la particularité d'avoir un cerveau de 2 kg et quelques, c'est-à-dire beaucoup plus gros que la plupart des cerveaux humains qui font plutôt 1,3 kg à 1,5 kg. Et le dessin que vous avez là est complètement faux. En particulier parce que les circonvolutions sont truquées pour ressembler à celles du macaque et du chimpanzé. Je peux vous dire, pour l'avoir vu, et je n'ai pas le droit de vous en montrer des images, mais que le cerveau de Saartjie Baartman n'était pas du tout comme ce dessin. Donc il y a une falsification tout à fait évidente. Et puis le volume du cerveau, peu importe, hein, c'est rappelé dans la galerie là-bas, l'éléphant d'Afrique ou bien le rorqual ont des cerveaux bien plus grands que le cerveau humain. Donc on est en pleine science raciste, on est en pleine colonisation, on est en pleine situation où on doit justifier l'infériorité des autres à tous les points de vue possibles, en tout cas intellectuels et cognitifs. Alors la suite de l'histoire, c'est un jour, je reçois un coup de téléphone de cet individu, Mansell Upham, avocat depuis 1988. En 1991, après, il a été diplomate, il a été en service à l'UNESCO à Paris, il a été en service au Japon, et en 1991, fin de l'apartheid en Afrique du Sud. En 1994, premières élections qui verront l'élection de Nelson Mandela. Et en 1995, Mansell Upham se retrouve 6 ou 8 générations avant une ancêtre griquois, c'est-à-dire Khoisan. Et il s'en autorise pour fonder le mouvement national griquois, qui va être un mouvement portant des revendications territoriales et culturelles variées sur les territoires avec sous-sol minier intéressant, sur le modèle des mouvements indigénistes australiens ou nord-américains. Donc ce type d'avocat défend les droits des indigènes en prenant évidemment son pourcentage, ce qui fait qu'en général, si jamais les indigènes récupèrent quoi que ce soit financièrement ou territorialement, une fois que les avocats sont passés, il ne reste plus grand-chose. Donc une fois cet individu intéressant téléphone à mon secrétariat au 3e étage ici, le 28 août. Et figurez-vous que le 28 août, je n'étais pas là, j'étais en vacances. Je reviens le 29, et on me dit, ah ben, il y a un Mansell Upham qui est à l'UNESCO, qui a téléphoné, il faut que tu le rappelles. Je rappelle, il était reparti en Afrique du Sud. Quelques semaines plus tard, j'étais injurié dans des journaux sud-africains parce que j'avais refusé de lui rendre les restes de Saartjie Baartman, qui devait revenir en Afrique du Sud dans le cadre des revendications du mouvement national griquois. Peu de temps après, je reçois un coup de téléphone de Madame Barbara Masekela, première ambassadrice d'Afrique du Sud en France sous le gouvernement Mandela.
Barbara Masekela demande à voir les restes de Saartjie Baartman. Je lui montre le squelette, le moulage en plâtre. On m'avait interdit de lui montrer autre chose parce que c'était dégoûtant. Je ne dirais pas qui m'avait donné cette prescription. Donc je ne lui montre pas autre chose. Et elle me demande, mais le moulage, on m'a dit qu'il y avait des parties de son corps dedans. Écoutez, madame, vous avez le squelette ici, il est complet, donc je peux déjà vous dire qu'il n'y a pas d'os. Le moulage, il a été fait d'après l'extérieur du corps. Ah bon, alors ça, c'est à vous, gardez-le, c'est ça qui nous intéresse. Et puis on parle de Moncel Epham, et puis elle commence à me dire, mais attendez, nous, on ne veut pas du tout de ce rapatriement d'un Griquois, parce que les Griquois, les Khoisan avaient servi de pisteurs à l'armée de l'apartheid contre les maquis de l'ANC. Or, on était sous le gouvernement de l'ANC. Et les revendications de Moncel Epham étaient très directement dirigées contre l'ANC. Bon. Alors, il y a aussi un gag quand même. Donc, le squelette l'intéressait. Mais je revois Barbara Masekela en face du moulage de Saartjie, en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il lui trouve d'extraordinaire? Des femmes comme ça, il y en a plein chez nous. Et effectivement, mon regard allant de l'un à l'autre, il y avait une similitude qui était troublante. Ce n'était pas comme une fois où j'avais reçu une professeure américaine d'une université de Géorgie ou quelque chose comme cela, qui était une espèce de grand mannequin d'1,85 m et que j'ai vu pleurer en tombant dans les bras du moulage à une époque à laquelle on permettait encore à des universitaires de venir le voir. Bon, dans les deux cas, il y avait une identification, mais voilà. Alors donc, pendant les 4 ou 5 ans où Barbara Masekela était ambassadrice, rien ne se faisait parce qu'il n'y avait aucune demande de l'Afrique du Sud. Jusqu'en 2000, il n'y a pas eu de demande. Et puis après, Barbara, qui était Xhosa, excusez-moi, je ne sais pas faire les clics, est remplacée par Tutu Tshile, qui était Zoulou, à gauche. Et on voit Tutu Tshile en visite au 3e étage, ici, dans les réserves où elle avait fait mettre... on a passé sur toute l'histoire des présences ou absences de Saartjie dans les galeries, mais bon, vous retrouverez ça, ça a été raconté un petit peu partout. Et puis là, avec sa mine consternée, c'est Schwarzenberg qui était ministre de la Recherche à l'époque. Et à l'époque, Epham avait eu la bonne idée de trouver aussi des origines griquois à l'un des ministres du gouvernement Mandela, qui s'était beaucoup agité et qui avait donc lancé des revendications. Et alors que Tutu Tshile au départ était sur la même ligne que Barbara Masekela, moi j'étais invité à toutes les fêtes de l'ambassade d'Afrique du Sud pendant ce moment-là, c'était très, très agréable. Et puis elle a fini par dire, bon, la pression est très forte, il faut qu'on envisage la restitution, mais la restitution d'une femme de la nation arc-en-ciel. Et pas du tout le retour d'une Griquoise sur sa terre natale, d'où les méchants bantous et les méchants bourgs l'ont chassé. Donc, là-dessus, il y a l'autre personnage dont je ne vous ai pas dit le nom au passage, tellement il est négligeable, c'est le sénateur Nicolas Abou, qui avait, me semble-t-il, des relations assez suspectes avec l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid et qui, cherchant aussi à se blanchir un petit peu comme Moncel Epham, s'est fait de la publicité en faisant une loi pour la restitution, loi qui n'avait pas lieu d'être parce qu'il suffisait d'une simple décision au niveau gouvernemental et ministériel pour que nous les exécutions. Mais toujours est-il qu'il y a eu après ça de grandes cérémonies multiculturelles et multireligieuses pour le retour de Saartjie Baartman, où elle est inhumée après avoir été rituellement brûlée, après avoir été bénie. Il y a eu des cultes indiens, chinois et tout. Enfin, toutes les populations d'Afrique du Sud l'ont honorée à leur manière. Saartjie Baartman, ça a été une victime, incontestablement. Ça n'a jamais été la militante des droits humains que certains ont voulu en faire. Et voilà. Alors, que dire maintenant? Il existe un moulage qui est toujours ici, mais que moi, je m'étais engagé auprès de l'ambassade d'Afrique du Sud de ne plus jamais représenter au public. Et ça avait été fait une fois au
au musée d'Orsay où je m'étais fait violer par la ministre de l'époque qui nous supervisait à la fois le muséum et puis le musée d'Orsay. Et puis voilà, maintenant elle est dans les imaginaires. Ce qui est quand même bien, c'est que l'anthropologie a changé. Le discours qu'on tient sur la diversité humaine dans la Galerie de l'Homme, très directement hérité de celui qu'on tenait dans l'exposition Tous parents, tous différents, est beaucoup plus satisfaisant. Il correspond beaucoup plus à l'état de la science d'aujourd'hui. Et à sa manière, eh bien, l'abolition des préjugés, même devant les femmes aux grosses fesses, est un énorme progrès. Que dire encore? Ben non, je n'aurai pas le temps de vous parler des autres pièces des collections. Ça, c'était à taille, quand même une belle histoire, mais bon, ça sera peut-être pour une autre occasion. Merci de votre attention.